Grand frisson, cette grande vague qui allait traverser la Méditerranée et aller encore plus loin dans le monde. Hier soir, j'ai reçu un mail de San Francisco d'une amie qui m'a parlé du mouvement Occupy, qui est la forme américaine de cette grande vague qui a pris la forme des indignés dans certains pays, et le mot Occupy, c'est-à-dire qui a commencé par occuper Wall Street. Et ce qui est étonnant, c'est que ce mouvement d'occupation a lieu dans beaucoup de grandes villes des États-Unis, qui elle-même à Auckland, et de l'autre côté de San Francisco, une fois 100 000 personnes rassemblées. Et donc, c'est extraordinaire de voir qu'un déclic. Évidemment, ce sont des pays de culture, de stades historiques différents, mais il y a des mouvements qui traversent la planète en dépit des situations différentes. Rappelez-vous, enfin pour ceux qui sont connus, en 68, il y a eu un mouvement de la jeunesse étudiante qui a concerné tout le pays. Il était parti de Berkeley, de Californie, mais il a été en Égypte, il a été en Tchécoslovaquie, qui à l'époque était une démocratie populaire, et puis en France, il y a eu les années 68, et en Allemagne. Donc c'est des mouvements planétaires, et où les acteurs initiaux sont les jeunes. Alors, le dénominateur commun, il y a d'abord ce mot de dignité, qui a été le mot clé, liberté, dignité, ici, en Égypte, ailleurs. Eh bien, on retrouve dans les mots indignés la parole digne, c'est-à-dire la revendication aussi à la dignité. Et donc, en dépit de la différence de sens, c'est la même racine. Reconnaître, défendre sa dignité. Et les caractères communs du mouvement, ça a été évidemment, en Afrique du Nord, c'était cristallisé sur un tyran, un despote. Et ce n'était pas seulement le pouvoir personnel du despote, c'était aussi la corruption, c'est-à-dire la dégradation par l'argent. Et quand vous voyez ce qui se passe ailleurs, en Espagne, aux États-Unis, c'est le despotisme de l'argent roi, de l'argent de la spéculation, qui fait trembler les États, qui subjugue les peuples. Et donc, nous avons affaire à quelque chose d'extrêmement fort, parce qu'il unit deux forces libertaires. La force libertaire de la jeunesse, parce que la jeunesse, vous savez, c'est comme catégorie sociale de la jeunesse, l'adolescent, elle n'est plus dans le cocon de protection de l'enfance, elle n'est pas encore intégrée ou domestiquée dans les vies professionnelles du monde adulte, elle n'est pas encore résignée, et donc en elle fermentent des aspirations à une autre vie, plus d'autonomie, plus de liberté, plus de communauté, plus de fraternité. Ces deux aspirations qui semblent contradictoires sont liées. Et quand cette force se réveille, elle a eu cette qualité extraordinaire, comme en Tunisie, comme en Égypte, de réveiller tous les âges et toutes les couches de la population qui semblaient résignées, qui étaient dans une sorte d'apathie. Dans cette situation que la Boétie
La Boétie, cet écrivain du XVIe siècle, l'ami de Montaigne, a bien caractérisé dans son livre qui s'appelle « De la servitude volontaire ». Qu'est-ce qu'il entendait par là? Il entendait, il se disait, mais pourquoi les peuples ne se révoltent pas contre des tyrans? Les tyrans sont très peu nombreux, ils ont évidemment de la police, etc., mais ça ne suffit pas. C'est le peuple qui a la force. Alors il disait, mais c'est pas seulement la peur, c'est aussi la résignation, c'est qu'on accepte de vivre dans une apparente sécurité pour ne pas courir le risque de la liberté. Et c'est cet état d'acceptation, excusez-moi, c'est cet état de résignation que la Boétie appelait la servitude volontaire. Et on vit la servitude volontaire dans cette sorte de résignation jusqu'à ce que arrive l'incitation, la stimulation qui vient de ces jeunes générations qui dit mais après tout pourquoi on accepte, pourquoi est-on résigné? Alors bien entendu ces mouvements après retombent, il peut se passer après le printemps arabe à l'automne, à l'hiver, mais je pense que le printemps reviendra à ce que je pense beaucoup, à ce qui a été vécu en France, où nous avons eu un lever de soleil magnifique, qui était 1789, mais les conditions, la guerre étrangère, la résistance intérieure des forces ennemies de la Révolution a provoqué la terreur, et puis la contre-terreur Thermidor, et puis le général Bonaparte devenu empereur, et puis la restauration par les rois. Mais le message initial, il s'est régénéré sans cesse dans l'histoire, il a redonné les révolutions de 48, 1848, et puis finalement, on a établi une république au début, à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire qu'il y a une force dans ces mouvements initiaux et qui va, je crois, qui a lancé le monde arabe dans une aventure historique nouvelle, avec des risques, avec des périls, une très grande aventure. Donc, mais cette force libertaire de la jeunesse a été d'autant plus efficace qu'elle a disposé de ces moyens informatiques, Internet et autres, qui permettaient la communication et la transmission des paroles et des images immédiates. Et là aussi, on se rend compte que Internet, dans Internet, il y a tout, mais il y a aussi une puissance libertaire qu'on a vérifiée dans l'affaire Wikileaks, où quelques individus ont pu décrypter les secrets des grands États, de la diplomatie américaine, ou le Anonymous aussi continue, c'est-à-dire où des citoyens de la société civile, s'ils ont un peu de grande capacité mathématique et informatique, sont capables de percer tous les secrets des États jalousement gardés. Et bien entendu, les États eux-mêmes utilisent ces mêmes moyens pour nous contrôler, pour contrôler nos téléphones portables, pour tout contrôler. C'est une lutte extraordinaire qui s'est transportée dans le virtuel. Mais, jusqu'à présent, cette force libertaire continue à défier les pouvoirs.